Et donc pour l'ouverture, j'accueille donc le professeur Dominique Lacroix, doyen de l'UFR3S, et le professeur Vincent Sobanski, vice-doyen communication et santé numérique et directeur des 150 ans de l'UFR3S. Merci Arnaud, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir ici à Sciences Po Lille. Merci beaucoup à nos collègues pour leur soutien renouvelé, cette magnifique école qui a beaucoup contribué à nos 150 ans. Donc, je suis Vincent Sobanski, professeur de médecine interne et vice-doyen communication. Il y a un an, nous ne savions pas encore que nous allions organiser les 150 ans et finalement on a pu se mettre en ordre de marche et grâce au soutien de notre doyen déployer un comité de pilotage, des groupes de travail, une assemblée générale pour mobiliser l'ensemble de notre communauté. Comme vous le savez, peut-être parce que je vois de nombreux fidèles dans la salle ce soir, en 1875 a été signé donc le décret portant création de la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de Lille, et en 1903 apparaît un enseignement d'odontologie. En 1924, la création de l'IREP qui deviendra plus tard la faculté des sports, et puis 1992, la création de l'ILIS. Et comme vous le savez, ces 5 facultés ont constitué l'UFR3S, donc l'UFR des sciences de santé et du sport, qui est notre composante aujourd'hui. Donc on a souhaité fêter ces 150 ans à l'occasion d'événements, de conférences, de tables rondes, de soirées festives qui s'étendent donc de novembre 2025 jusqu'à septembre 2026. On aura notre soirée de clôture le 9 septembre 2026. Et donc, on a plus de 50 événements qui ont été organisés. Donc, on est vraiment en plein dedans. On n'imaginait pas avoir autant de propositions et autant d'enthousiasme. Donc, merci à toutes et tous d'être nombreux ce soir pour cet événement important. Et bravo à Arnaud Vaquet et Charles-Antoine Vanneck d'avoir porté cette soirée et d'avoir obtenu la labellisation des Nocturnes de l'Histoire, qui est une labellisation nationale, prestigieuse, qui reconnaît l'excellence du programme. Et je passe maintenant la parole à notre doyen, le professeur Dominique Lacroix. Merci Vincent. Je pense qu'il faut effectivement saluer cette succession d'événements dans le cadre de nos 150 ans, en 1875. Alors, on va pas remonter à la création de l'université de Douai et de la faculté de médecine sous Philippe II d'Espagne. Bon, on va s'arrêter là. On a aussi fêté un petit jeune, puisqu'il a 70 ans seulement, qui est le CHU de Lille il y a quelques années. Donc il faut remercier toutes les équipes qui sont mobilisées pour cette série d'événements, et celui de ce soir en particulier, notamment Aurélie Lizart et toute l'équipe de communication qui est sur le pied de guerre et qui sont au fond de la salle. Alors c'est toujours un plaisir de venir à Sciences Po, parce que Sciences Po est un partenaire de plus en plus régulier. J'y viens de plus en plus souvent. Et donc, effectivement, nous menons pas mal de choses ensemble, notamment un diplôme coporté avec le CHU qui a été créé sur le développement durable en santé, sujet particulièrement d'actualité et auquel la plupart de nos étudiants sont très sensibles, comme vous le savez, aussi nos collègues bien sûr. Et puis on a également une chaire de santé vulnérabilité territoire qui est coportée par Sandrine Lévesque, qui est aussi au fond de la salle, que je salue, Charles-Antoine Vanneck qui est au premier rang de la scène, et puis des collègues de l'UFR3S, notamment Karine Ford, notre vice-doyenne de recherche. Et donc cette chaire commence à être connue, elle est de plus en plus citée, elle apparaît, on voit son logo apparaître, on voit elle est reprise dans beaucoup de communications dans notre région qui a besoin de lutter contre les inégalités d'accès aux soins, avec des thèmes qui sont également orientés sur la santé des femmes, chers à Sandrine Lévesque, et puis d'autres sur la santé respiratoire qu'on partage avec Charles-Antoine Vanneck, et d'autres thèmes. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on se sent un petit peu chez nous, hein, à force, et réciproquement, vous vous sentez de plus en plus chez nous quand vous venez chez nous, ce qui fait que c'est toujours très sympa d'avoir ces manifestations communes qui nous soudent, s'il fallait encore nous souder, puisqu'on est tous sous la bannière Université de Lille. Voilà. Donc c'est un plaisir d'être là, c'est un plaisir de partager ce moment avec tout l'auditoire qui s'inscrit à cette manifestation pour parler d'histoire santé-sport, on va dire comme ça. Et donc vous allez découvrir le programme qui a été concocté par Charles-Antoine Vanneck et Arnaud Vaquet, et donc je pense qu'il est temps de leur passer la parole.
Alors, eh bien, en effet, on a concocté un programme avec Charles-Antoine, en lien justement avec les Nocturnes de l'Histoire. Charles-Antoine vous en dira quelques mots. Et on s'est fait un peu spoiler. Donc finalement, voilà, on ne reviendra pas justement au fait que l'université de Douai en 1362. Qui après derrière, en fait, le premier enseignement de médecine arrive en 1570 et comme on l'a pu l'indiquer, on fête nos 150 ans puisqu'il y a eu le décret de création donc de la fac de médecine, puis après derrière donc pharmacie et odontologie en 1903, 1928 pour l'Institut régional d'éducation physique qui est donc intégré à l'intérieur de la fac de médecine à l'époque. Pour l'Institut donc de Lillois d'ingénierie de la santé, on attend 1992. Et donc l'UFR 3S en 2021. Donc c'est aussi pour vous expliquer qu'aujourd'hui, on est dans une soirée particulière, mais d'abord on est aussi dans une soirée sur les Nocturnes de l'Histoire. Charles-Antoine, quelques mots. Donc en effet, nous avons obtenu la labellisation pour cette soirée dans le cadre d'un événement qui est national, qu'on appelle donc les Nocturnes de l'Histoire et qui est à l'initiative des 4 associations des enseignants chercheurs en histoire en France. Et donc nous avons soumis cette proposition. Elle s'intègre à un ensemble de manifestations à travers la France. Il y en a 4 à Lille. Et donc ce soir, nous sommes particulièrement heureux que dans le cadre des 150 ans, nous ayons justement cette conférence inscrite au programme. Alors, Le témoin, voyez, on se passe le témoin, on fait du sport, c'est un relais, et donc en effet le programme est le suivant. On débutera justement sur cette thématique de l'objet avec le masque, et donc on accueillera donc Anne Goffard et Charles-Antoine Vanek sur ce sujet. Ensuite on ira sur la bière, et on verra qu'il y a une particularité entre la pharmacie et la bière. Ensuite on ira sur la turbine pour être en lien avec justement le département d'odontologie. Et puis après sur l'éponge magique, pour le département en sciences du sport et de l'éducation physique, et on terminera donc par l'ILIS avec la disquette. On s'autorise à quelques petites modifications de programme en fonction des trains de chacun, et donc voilà, peut-être que cet ordre ne sera pas tout à fait exact, mais en tout cas les 5 thématiques seront abordées et représentent donc les 5 départements de l'UFR 3S. Alors je vous propose donc de débuter avec le masque, et donc j'accueille Charles-Antoine Vanek et Anne Goffard pour nous présenter justement cette histoire du masque. de quoi pour passer le son. Fait quoi. Alors, on devait faire avec 2 micros, mais c'est pas quelques. Je le reprends pour quelques petits mots de présentation. Alors, quelques petites présentations. Donc, Madame Anne Goffard arrive ici justement dans cette soirée d'histoire en tant que virologue au CHU de Lille. Elle est enseignante donc à la faculté de pharmacie de Lille et est également chercheure en virologie au centre d'infection et d'immunité de Lille. Et dernièrement, depuis 1 an, elle a pris la responsabilité du centre de prélèvement du CHU. Et donc Charles-Antoine Vanek est donc historien, titulaire d'une chaire de professeur junior à Sciences Po Lille, membre du laboratoire Artis et également chercheur associé au centre d'histoire de Sciences Po. Il était finalement dans cette logique pourquoi le masque, puisqu'il était postdoctorant sur une chaire santé, vulnérabilité et territoire, où justement il a porté un projet intitulé Le masque, protection faciale, histoire d'un dispositif sociotechnique entre épidémie, science et société. Et donc je cède la parole à Madame Anne Goffard et à Charles-Antoine Vanek. Merci. Merci Arnaud, donc on va présenter cet objet que vous connaissez toutes et tous autour de 4 questions auxquelles nous allons répondre. Essayez de répondre. On va essayer de répondre. C'était là. Ah, peut-être. Première question, cette représentation et ce masque du médecin de peste, est-ce que c'est une vraie représentation? Le médecin de peste a-t-il existé et ce masque a-t-il été porté? Alors vous avez sans doute vu au moment de l'épidémie de Covid en 2020 des représentations de ce médecin de peste qui indique finalement la première utilisation du masque lors de l'épidémie de peste, notamment au XVIIe siècle. Ce masque aurait été inventé et porté par le médecin de 3 rois en France, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, un médecin qui s'appelle Charles Delorme, et on voit un certain nombre de représentations, de gravures de ce médecin en bec de corbeau. Alors ce médecin de peste, en réalité, n'a sans doute pas existé sous cette forme-là. On est plutôt ici sur une image satirique qui vise à se moquer des médecins de l'époque. Le dispositif de masque
pour autant existe à cette époque-là, il n'est pas en fait un masque filtrant, il est plutôt un masque qui sert à désodoriser, puisque face aux odeurs, aux miasmes qui sont considérés comme porteuses de maladies, eh bien on place dans le bec du masque des aromates. Donc ce vêtement n'a sans doute pas existé et pas été porté comme tel, mais le corbeau évoque plutôt le médecin annonciateur de mauvaises nouvelles et aussi éventuellement le médecin qui vient voler l'argent des patients, ne pouvant pas sauver justement les pestiférés. Bon, moi, à l'époque, à ce moment-là, on connaît pas les microbes. On sait pas ce que c'est qu'un virus, on sait pas ce que c'est qu'une bactérie, et comme vous venez de le dire, ben voilà, c'est surtout par les odeurs. On a quand même déjà la notion qu'il se passe quelque chose au niveau de la respiration, au niveau du nez, et que c'est par là qu'il se passe des choses. Mais en réalité, les connaissances scientifiques sur comment se transmettent les maladies infectieuses, il y en a pas. On sait pas, on connaît pas. Donc en tant que virologue, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que c'est une image qu'on retrouve très souvent, et je ne savais pas que c'était une image satirique et que ça n'avait pas existé en vrai, que ça n'avait pas été utilisé en vrai. On peut passer au suivant du coup. Alors deuxième question, se masquer au travail. Je vous ai dit, le masque du médecin de peste, c'est un masque désodorisant qui sert à chasser les mauvaises odeurs, qui sert à permettre aux médecins et aux acteurs de la santé de travailler, de se déplacer face dans une atmosphère polluée dans laquelle il faut chasser les mauvaises odeurs. En réalité, le masque au travail, dans différents contextes professionnels, c'est la première utilisation attestée depuis l'Antiquité du masque. Alors pas tellement dans le domaine de la santé, pas du tout même dans le domaine de la santé, plutôt dans le domaine des mines, dans le domaine des ateliers, où on a dès l'Antiquité des textes qui attestent, notamment chez Pline l'Ancien, du port de dispositifs. Alors il parle de vessies de porc, il parle de tissus qui sont mis devant le nez et la bouche pour éviter de respirer les poussières d'une part, mais aussi les vapeurs. On pense en particulier aux vapeurs de mercure. Et donc ce masque porté au travail, on le retrouve dans différents contextes, et c'est en particulier au XVIIIe siècle que des innovations techniques, mais aussi un changement de compréhension du mécanisme respiratoire, qu'on va avoir justement des masques de plus en plus perfectionnés et qui vont se généraliser dans le contexte d'essor de l'industrialisation. Donc on a tout un ensemble, une variété de masques qui sont portés dans différentes sphères professionnelles en Europe dès le XVIIIe siècle, et au XIXe siècle avec à la fois la montée de l'hygiénisme et en particulier d'un courant spécifique qui est l'hygiène industrielle. On va avoir précisément un investissement très important d'ingénieurs, de médecins, de politiques également pour promouvoir le masque au travail. Alors vous avez ici deux exemples. Un masque qui est issu d'une publicité qu'on retrouve dans énormément de publications professionnelles à la fin du XIXe siècle, le masque Détourbe, le masque respirateur contre les poussières. Et vous avez un autre exemple de masque porté à la mine, beaucoup plus proche de nous, alors pas tellement dans l'espace, même si dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, il y a énormément d'archives qui attestent justement du port et des discussions autour du port du masque. Le masque, en réalité, c'est un moyen économique pour les employeurs de protéger ou de tenter de protéger la main-d'œuvre contre les poussières et contre les effets des poussières sur la santé respiratoire. Donc vous avez ici deux exemples qui montrent bien que dans différentes sphères professionnelles, le masque a été porté, et en fait bien avant qu'il devienne un objet au travail pour les soignants et les soignantes. Mais ce qu'on voit déjà sur ces images-là, c'est que c'est pas facile de travailler avec le masque. Et c'est un des sujets qui va revenir quand on va vouloir équiper les professionnels de santé avec le masque, c'est qu'il faut que ce soit portable longtemps, qu'on puisse travailler, que ça ne gêne pas les actes techniques et professionnels dont on a besoin pour prendre en charge les patients. Donc déjà on voit là le masque du mineur là à droite, à la fin de la journée, ça doit être particulièrement fatigant. Et c'est un sujet qu'on va retrouver et qu'on a entendu tous ensemble en 2020 quand on a eu la pandémie de Covid. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « mais moi je ne supporte pas le masque ». Bon, on en reparlera. Troisième question, on avance. Quand le masque est-il entré à l'hôpital finalement ? Alors on est dans une phase en fait à la fin du 19e siècle, au tournant du 20e siècle, on pourrait même dire, où les connaissances scientifiques
s'accélère et où finalement la mise en œuvre des connaissances scientifiques dans les espaces de soins s'effectue extrêmement rapidement, et avec la découverte, la mise au point de l'asepsie et de ses principes et leur utilisation dans les espaces hospitaliers, on va commencer à voir au tout début du XXe siècle l'utilisation de masques dans les espaces, dans les blocs opératoires, en particulier dans les hôpitaux. Ça se produit notamment dans le contexte de l'Empire allemand, dans les confins de l'Empire allemand, hein, dans la ville de Breslau en particulier, où un chirurgien, chef de clinique, va décider justement, après avoir analysé les effets des gouttelettes au moment des opérations, va décider justement d'équiper toute son équipe de masques pour éviter l'infection lors des opérations. Et donc c'est à ce moment-là que dans ce contexte aussi d'essor de l'hygiénisme, en particulier dans l'Empire allemand, que on va commencer à équiper largement les soignantes et les soignants, malgré leur résistance, parce que c'est pas évident, il faut des hiérarchies hospitalières bien autoritaires aussi pour réussir à imposer progressivement, et ça n'aura lieu véritablement que dans l'entre-deux-guerres, cet objet comme un objet du quotidien dans les blocs hospitaliers, dans les blocs opératoires. Je fais un peu comme ça parce qu'il y a quand même un monsieur qui a découvert les bactéries, tout ça, qui était pas loin d'ici, qui s'appelait Louis Pasteur, et qui a quand même permis la découverte. Enfin, il n'y a pas que les Allemands, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est quand même un moment, la fin du 19e siècle, où on découvre que qu'est-ce que c'est que les microbes. Finalement, on va commencer à les définir, toujours dans une vision industrielle, puisqu'en réalité, Louis Pasteur, au départ, il travaille pas du tout pour la médecine, enfin, pas vraiment pour la médecine. Donc, c'est une période où on va découvrir beaucoup de choses. On va notamment dans la microbiologie. On va dire que c'est à ce moment-là que naît réellement la microbiologie. C'est aussi la période où on va commencer à se laver les mains, en passant d'un patient à l'autre, avant d'aller opérer, c'est surtout quand on fait naître, au moment des accouchements, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que se laver les mains avant de passer à l'accouchement suivant, ça évite l'apparition de la fièvre puerpérale. Donc, c'est toute une période d'avancées techniques et de connaissances scientifiques qui vont permettre, de comprendre comment se transmettent, ce qui définit les maladies infectieuses et comment elles se transmettent. Et c'est à ce moment-là, effectivement, on voit sur cette image-là qu'apparaît le masque, mais on voit aussi le port de la blouse, on voit aussi les champs chirurgicaux. On voit donc tout un tas de mesures. On voit que les professionnels, les médecins ici, mais il doit pas y avoir que des médecins sur cette image, ont pris conscience du risque infectieux, même si on ne sait pas encore tout à fait ce que sont tous les virus. Les virus, pas du tout, puisque ce sera plutôt vers 1950 qu'on va les découvrir et les définir. Mais on commence à comprendre un certain nombre de choses sur les maladies infectieuses et à prendre les précautions pour éviter de les transmettre. Là encore ce contexte de l'entre-deux-guerres en Allemagne. Et enfin, pour ouvrir le masque, un objet grand public. Donc cet objet grand public, on l'a connu en particulier dans nos sociétés il y a quelques années avec la pandémie de Covid-19. La première fois que le masque a été utilisé à une échelle de la population tout entière, c'est également lors d'une épidémie, l'épidémie de peste en Mandchourie au début du XXe siècle, la peste de 1910-1911, où précisément dans ces confins de la Chine, on a essayé de mettre en place des mesures prophylactiques pour l'ensemble de la population. Donc c'est un premier usage, notamment sous l'impulsion d'un médecin qui s'appelle Wu Luande, qui est représenté ici, qui est un médecin au parcours un peu particulier, puisqu'il est né en Malaisie britannique, il a étudié à Cambridge et également à l'Institut Pasteur de Paris, et donc il va justement en Mandchourie, dans un contexte impérial très tendu, aux confins donc, de l'Empire russe, du Japon et de la Chine, précisément mettre en œuvre cette mesure prophylactique quelques années avant la grande épidémie de grippe espagnole, qui est aussi un événement planétaire où précisément on voit l'apparition du masque à l'échelle de la planète pour protéger les populations. Vous avez ici quelques représentations également satiriques qui sont faites dans la presse dès 1918, à un moment où l'écho des masques de guerre qui sont utilisés dans le cadre de la guerre chimique est tout à fait important. Oui, mais à l'époque de la grippe espagnole, c'est difficile quand même de comprendre comment elle se transmet, puisque le virus de la grippe, on l'a pas encore découvert. On sait pas encore que c'est un virus.
mais on comprend quand même, enfin on voit bien les dégâts respiratoires que ça cause, et du coup la question de l'idée de la transmission respiratoire naît à ce moment-là, même si on ne connaît pas l'agent. Et donc le masque, et en réalité aujourd'hui c'est presque désespérant de se rendre compte que les gens ne portent plus le masque quand ils sont malades. On voit bien que c'est une barrière. Non, faites pas. Oui, vous portez peut-être, mais parce que vous sentez responsable de le faire, mais l'hiver dernier, dans le métro, personne portait son masque. Donc, c'est quand même terrible. Alors que, on voit bien ici sur cette image, c'est une barrière physique. Voilà, c'est juste une barrière physique. Donc, Oui. j'avoue humblement que je ne comprends pas pourquoi on ne le porte plus. Mais bon, donc c'est un autre sujet. Enfin, ce sera peut-être le sujet de la suite. Quand on dit le masque, un objet grand public, effectivement, on devrait l'utiliser, tout le monde devrait se l'être approprié, mais en réalité, on voit bien que c'est pas le cas. Ça reste dans le milieu médical, dans le milieu hospitalier. C'est vrai que aujourd'hui, par rapport à avant 2020, dans les couloirs de l'hôpital, du CHU de Lille, puisque c'est là que je travaille, les collègues peuvent être masqués dans les couloirs de l'hôpital, ce qui n'était pas fréquent avant 2019. Donc avant 2020, on va dire. C'était pas fréquent. On portait le masque quand on était avec les patients, quand on était dans les chambres où il y avait des personnes infectées, ça, dans les blocs opératoires, etc., on portait le masque. Mais dans les couloirs de l'hôpital, on s'affichait rarement avec un masque. Aujourd'hui, ce problème ne se pose plus. Et du coup, les patients, les visiteurs, les personnes qui viennent au CHU l'hiver, pendant la période d'épidémie de grippe ou de Covid, les visiteurs acceptent de porter le masque. Ce qui me désole, c'est que les qu'ils sont sortis et qu'ils prennent le métro, le voir plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors l'historien quand même veut aussi montrer que l'histoire c'est pas un processus qui est complètement linéaire et qu'il y a eu des moments aussi dans l'histoire où précisément des contextes ont fait que le masque a été un objet à la mode, ou en tout cas qu'on a tenté à faire du masque justement un objet à la mode. C'est ici l'exemple du respirateur d'un médecin anglais qui s'appelle Jeffries, qui va le développer dans les années 1830-1840, et un certain nombre de sources montrent que dans les villes industrielles polluées d'Angleterre, eh bien ce masque est porté. C'est même un élément un peu de distinction du costume aristocratique. On a son masque, on a ses lunettes, on a son parapluie. Voilà, c'est un objet qui sert aussi et surtout à se protéger des pollutions industrielles qui sont extrêmement importantes dans des villes qui sont très très polluées, les fameux smogs que l'on connaît, et qui au XIXe siècle eh bien sont à l'origine de très nombreuses maladies respiratoires. Là encore, on ne connaît pas forcément d'un point de vue scientifique et médical complètement les mécanismes. Pour autant, eh bien, il y a cette perception de cet objet comme d'une barrière qui permet de se protéger, qui permet de finalement d'évoluer dans une atmosphère polluée. Et donc, ce masque, voilà, permet aussi de voir qu'il y a eu des moments au 19e où on a tenté de faire de cet objet un objet du quotidien. Mais c'est aussi rapidement devenu un objet pour faire peur. Et là, on le voit bien. Alors, le SARS, c'est le cousin du SARS-2. Qui émerge en Chine en 2003, qui va donner 8000 cas sur la planète, qui va diffuser un peu exactement de la même façon que le SARS-2, sauf que à l'époque, il y avait moins d'échanges internationaux, notamment par voie aérienne, entre la Chine et le reste du monde, et notamment l'Europe et la France. Mais ça va passer exactement de la même façon, et c'est exactement de la même façon que pour le SARS-2, c'est-à-dire c'est par le confinement qu'ils ont réussi à arrêter la diffusion du virus. C'est un virus très proche, c'est aussi un coronavirus qui est très proche, qui donne le même type de pathologie que le SARS-2. Sauf que il a émergé en 2003, on a réussi grâce au confinement à stopper sa diffusion, et depuis 2004, il a disparu. C'est-à-dire que aucun animal, on trouve plus d'animaux porteurs du SARS, il y a plus d'infections humaines du SARS. Est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il réémergera? C'est possible. Mais pour l'instant, on sait rien. En tout cas, là, le masque, on voit bien, l'objectif, c'est de faire peur. Alors, en guise d'ouverture et de conclusion, on voulait dire un mot justement de ce masque qui est devenu familier pour nous tous et nous toutes en 2020. Ce masque qui est ici et qui, vous le voyez, a une caractéristique,
c'est pas le masque de l'histoire que nous avons présenté, puisque c'est un masque qui est jetable. Or, les masques jetables, ils existent en fait depuis les années 30, c'est les premiers masques jetables qu'on a, mais il faut attendre dans les hôpitaux les années 60 pour que justement le masque jetable se répande. Dans les mines que j'ai un peu étudiées, c'est seulement dans les années 70-80 aussi que on va promouvoir le masque jetable. Auparavant, on a des masques qui sont réutilisables, qui sont lavables, que l'on peut justement entretenir, et qui donc posent la question aussi finalement des transitions, des transformations que le système de santé peut aussi avoir à envisager, puisque jusque dans les années 60, il y a des services de blanchisserie qui, bien sûr, assurent l'entretien de tous ces linges qui vont servir de barrière justement pour les microbes et qui vont faire partie du fonctionnement de l'hôpital. Et d'ailleurs, en 2020, la pharmacie du CHU a produit des masques en tissu et a équipé les professionnels du CHU avec des masques en tissu. Chacun a reçu, je me souviens plus, c'était 2 ou 3, mais on a été dotés de masques en tissu. Et suite à cette pandémie de Covid-19, tout à l'heure vous parliez du DU sur la transformation écologique du système de santé, c'est suite à cette pandémie qu'un certain nombre de collègues praticiens qui travaillent à l'hôpital se sont dit mais tout cet usage unique, tous ces masques qu'on a jetés, toutes ces blouses à usage unique, etc. Écologiquement, ça a un coût quand même, enfin ça a un impact et certainement un coût. Et du coup, ils ont commencé à se questionner sur comment faire autrement, etc. Donc moi, peut-être qu'on peut envisager que le masque réutilisable revienne un jour. L'avantage de ce masque, c'est que coûte pas cher. Eh bien écoutez, je vous propose donc déjà d'applaudir nos deux intervenants et donc de passer peut-être justement alors sur un temps contraint, vous l'avez compris, à 1 ou 2 questions avec la salle. Est-ce que justement cet objet d'histoire vous a interpellé? Est-ce que ce masque justement dans son histoire vous a questionné? Donc c'est le moment justement de poser ces questions. Donc vous l'avez compris, à ce couple, l'historien, le professionnel, justement sur cette dimension du masque. Alors bien sûr, on passe le micro et monsieur a la première question qui était la plus dure à poser. Oui, alors pour avoir porté le masque de canard, c'est-à-dire le P2 pendant 3 heures, je suis allé masque qui te reste pendant 24 heures, tellement c'est dur à porter, ça c'est une chose. Et puis ce que je voudrais dire, c'est il faut faire attention de ne pas croire que le masque évitera la transmission, parce que bien souvent, on est contagieux avant d'être malade. Et ça, on ne le sait pas. Et donc, quand on est contagieux parce que porteur d'un virus, on transmet. Et c'est seulement après qu'on se rend compte qu'on est malade. Alors, je ne vais pas dire que je ne vais pas te contredire puisque, voilà, c'est quand même Luc qui m'a recruté. Donc, cela dit, alors là, on va rentrer un peu dans la technique, mais effectivement, on peut être contagieux avant d'être malade et d'avoir des signes cliniques, mais la quantité de virus dans le nez, ce qu'on appelle la charge virale, est plus faible. Et c'est vraiment quand on tombe malade que la charge virale est la plus forte et qu'on est le plus transmetteur, le plus contagieux. D'accord ? Donc quand même, ce masque permet de stopper beaucoup de transmission. Et ça reste un outil très utile et très efficace. Alors moi j'avais un deuxième commentaire, si il y a personne dans la salle, c'est finalement ce masque a une barrière aussi très culturelle dans la façon d'être porté. Voilà, pour ceux qui ont eu l'habitude de voyager, finalement, c'est assez courant dans les pays asiatiques d'avoir tout le monde qui porte le masque. Et aussi, justement, c'est avoir cette responsabilité. Je sais que je suis malade ou, justement, je commence à avoir un petit peu de fièvre ou le nez qui coule et ainsi de suite. Vraiment, dès les premiers symptômes, je porte le masque. Et de ce fait-là, finalement, il y a une acceptabilité du port de masque qui est culturelle. Donc, est-ce que finalement, ça, on doit quoi? On doit continuer à éduquer la population sur le port du masque? Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, il y a des sociologues qui ont un peu essayé de comprendre ça. Alors, je ne suis pas sociologue, mais j'ai lu des articles où ils essayent d'expliquer que, en gros, il y a des sociétés dans lesquelles on est plus individualiste, comme chez nous, plutôt dans les pays d'Europe du Nord, d'Europe et des États-Unis et d'Amérique du Nord plutôt. Et puis des pays ou des régions dans lesquelles on est plus collectiviste et sensible au groupe. Par exemple, dans les pays asiatiques. Et du coup, on protège le groupe. Il y a cette responsabilité, en tant qu'individu, je protège le groupe. Et c'est pour ça que je vais porter le masque. Alors que chez nous,
le masque est vécu par un certain nombre de gens comme nous empêchant d'être ayant un impact sur notre liberté. Et du coup, en tant qu'individu, on dit mais moi je fais ce que je veux. Après tout, moi en tant qu'individu, je fais ce que je veux. Et on a moins la notion de je protège le groupe et je protège les autres. Ça peut être une explication. Je dis pas que c'est l'explication pour tout le monde. Non, mais c'est une bonne explication justement de ce lien avec l'UFR3S pour dire que finalement l'UFR3S c'est aussi justement ce rapprochement de la santé non soignante, donc aussi des sociologues, des historiens, des économistes, ainsi de suite, avec justement cette santé soignante. Un dernier mot et on doit partir justement sur la bière. Alors, je voulais ajouter un mot, donc tout à fait. Je réponds juste à la question qui était posée. Voilà, simplement pour dire que cette idée selon laquelle les pays asiatiques ou les sociétés asiatiques porteraient plus le masque, c'est vrai. Néanmoins, ce que montrent aussi les historiens qui travaillent sur le masque, c'est que le masque, c'est souvent aussi une importation de l'étranger. Par exemple, pour les Chinois, le masque, ça vient d'Allemagne, ça vient du Japon. Donc en fait, culturellement aussi, au départ, hein, le masque, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc c'est pour nuancer aussi un petit peu cette idée selon laquelle il y aurait des sociétés qui seraient un peu naturellement plus favorables au masque. Même si, en effet, la greffe, c'est beaucoup mieux réalisé dans les pays asiatiques. Alors, sous vos applaudissements, on raccompagne nos premiers intervenants et on accueille monsieur Bruno Bonnemain pour la bière. Ah, donc on vient de terminer avec ce premier objet, c'est pas vous, mais quand on l'enlève, quand on l'a enlevé, c'est vrai que moi je ne le mets plus beaucoup, on avait très soif, et donc c'est pour ça qu'on a voulu faire la transition avec une bonne bière. En réalité, on va pas vous parler de bière, parce qu'on doit faire le lien avec la pharmacologie. Et donc c'est pour ça qu'on a justement monsieur Bruno Bonnemain, qui a justement accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Et pour présenter donc monsieur Bruno Bonnemain, eh bien, j'ai mes petites notes, je triche. Donc, monsieur Bruno Bonnemain est donc diplômé en pharmacie en 1976 et est ensuite parti aux États-Unis, donc chez Merck Sharp & Dohme. Et ensuite, au moment de ce retour en France, il est salarié chez Guerbet, où il sera l'ensemble de sa carrière. Par ailleurs, comme il a justement un parcours américain, en fin de carrière, il repart aux États-Unis pour pouvoir justement s'occuper d'une autre société, Mallinckrodt. Et à partir de là, eh bien, il continue justement à vouloir pousser cette question justement de l'histoire de la pharmacologie. Alors, il devient de ce fait, et il est aujourd'hui actuellement président de la Société d'histoire de pharmacologie, et il est aussi impliqué au niveau international en tant que vice-président de la Société internationale d'histoire de la pharmacologie. Monsieur Bruno Bonnemain, on vous écoute avec intérêt sur cette bière objet pharmacologique. Ah, oui, ça marche. Vous m'entendez là? Bon, parfait. Alors effectivement, je vais vous parler des bières médicinales, donc de ces fameux brutelés. Alors je vous rassure, personne ne sait ce que c'est que les brutelés, même les pharmaciens, ils sont complètement oubliés. En fait, dans l'enseignement de la pharmacie, les bières médicinales, il y a une diapo qui manque. Original, n'est-ce pas? Oui, dans l'enseignement de la pharmacie, on faisait classiquement référence aux produits qui étaient utilisés avec des solvants. Donc, par exemple, pour l'eau, on parlait des hydrolés, pour l'alcool, des alcoolés, pour le vin, les énolés, et peu pour le vinaigre, vous avez ici les exolés. Et puis vous avez les hétérolés, et finalement les brutolés pour la bière. On utilisait également le terme de britolé, ou encore de britolature. Toujours est-il que cette classification a été très utilisée par les pharmaciens pendant de très nombreuses années, et en particulier pour les vins, parce que les vins médicinaux avaient un grand succès. Donc on a eu beaucoup de vins, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors l'usage de la bière comme médicament n'est pas du tout nouveau, puisque dans les textes sumériens, 4000 ans avant notre ère, on avait déjà trouvé des textes médicinaux sur les bières médicinales utilisées à l'époque. Et vous voyez, vous avez ici un exemple de ces bières, de cette bière, d'une recette particulière. Mais c'est la même chose également pour l'Égypte. Dans le papyrus Hébert, vous avez de très nombreuses formules avec des bières qui sont utilisées, avec souvent d'ailleurs des formules magiques qui accompagnent ces bières. Ici, vous voyez que le remède pour la vermine intestinale était utilisé donc à l'époque. Alors on va faire un saut important au XVIIIe siècle.
on a un certain nombre de pharmacopées qui sont parues, en particulier la pharmacopée de Lemery, qui était à la fois apothicaire et médecin. Et Lemery va expliquer que la bière purgative de Sydenham était indiquée pour le scorbut et pour les rhumatismes. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ouvrage précise par ailleurs qu'il classe dans cette catégorie, dans cette forme, il les classe dans les vins médicinaux, parce que pour lui, la bière est une liqueur vineuse finalement. Donc c'est une forme pharmaceutique à l'époque extrêmement rare, et il donne une explication à cette rareté. Lemery explique qu'elle ne peut pas être préparée ailleurs qu'en Angleterre, parce qu'on fait très rarement de l'ale, c'est-à-dire de la bière, dans les autres pays. Ce qui veut dire qu'à l'époque, en France, on avait un usage de la bière qui était très limité. Et quand on regarde un ouvrage un peu plus tard, en 1818, de Cadet de Gassicourt, qui était apothicaire et pharmacien, ou dans celui de Bouchardat, qui est également pharmacien, et dans les éditions suivantes, on voit un très grand nombre de bières venant d'Angleterre, en particulier la bière céphalique anglaise, contre l'hystérie, la bière diurétique anglaise qui était prescrite pour les maladies de vessie, et puis la bière de Sydenham dont j'ai déjà parlé, qui était un excellent purgatif pour les enfants. Et puis on avait également la bière de Quinquina ou de Mutis, qui était dite prophylactique, destinée aux convalescents à la suite de maladies aiguës. Alors au XIXe siècle, la publication la plus importante en matière de bière, c'est celle de Jourdan, la pharmacopée universelle de Jourdan, qui est parue en 1828, dans lequel il donne plus d'une vingtaine de variétés de bières médicamenteuses. On n'en aura jamais eu autant par ailleurs. Et y compris pour l'usage externe, et vous voyez ici un exemple de cataplasme maturatif ou suppuratif qui est à base de bière. Alors, pour revenir à Dupuy dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était professeur à Toulouse, il va publier un livre donc en 1895-94 avec un très long chapitre sur cette forme pharmaceutique, et il va distinguer deux grandes formes de brutolés. Les brutolés simples, où le médicament est préparé avec par l'action de la bière sur une seule substance, et puis les brutolés composés, où la bière agit sur plusieurs substances à la fois. Et il insiste sur le fait qu'en fonction de la qualité de la bière, on obtient des produits très différents. Il insiste en particulier sur la qualité de l'eau qui est employée de préférence, dit-il, séléniteuse, plutôt que l'eau pure. Et quant au houblon, il est remplacé très souvent, dit-il, par des substances amères, comme l'acide picrique, et beaucoup de ces substances, précise Dupuy, sont évidemment toxiques et doivent être interdites. Et en fait, grâce à cette façon de parler des bières, il a introduit la notion d'altération et de falsification de la bière. Pour ce qui concerne les altérations, il indique que la bière, comme le vin, est un liquide très altérable, qui peut entraîner la contraction de certaines maladies, mais essentiellement dû à des ferments étrangers. Et sous l'influence de ces germes, les bières deviennent acides, aigres, excilantes, visqueuses et vertes. Enfin, en ce qui concerne les falsifications, là il détaille beaucoup les falsifications de la bière, en particulier les succès de lait de l'orge et du houblon, mais aussi l'utilisation de colorants artificiels, comme le caramel, le son de bœuf brûlé par l'acide sulfurique, la chicorée ou les dérivés de la houille. Alors en pratique, quand on regarde la façon de préparer ces bières médicinales, il y avait deux grandes techniques. La première, c'est qu'on fait agir la bière toute faite sur des substances pharmaceutiques. Et la deuxième approche, c'est qu'on met les éléments de la bière avec les substances médicamenteuses et on fait fermenter l'ensemble. Ce qui était une technique évidemment très différente. Et en pratique, c'est surtout la première approche qui était la plus utilisée. Et dans un des documents de référence de l'époque, qui est celui de Dorvaux, qui avait publié un ouvrage qui est l'Officine, qui était vraiment la référence pour tous les pharmaciens à l'époque, jusqu'aux années 45 d'ailleurs, il dit les principes de la bière peut dissoudre de la même façon que le vin,
mais la durée de maturation est beaucoup plus courte, puisque c'est 2 à 4 jours. Et il ajoute que les substances doivent être convenablement divisées pour céder leur principe à la bière. Et il ajoute que les bières ne doivent être préparées qu'en toute petite quantité, car elles sont altérables. Alors, de toutes ces bières qui ont été utilisées au XIXe siècle, il n'y en a qu'une seule qui était à la pharmacopée française, au Codex, de 1884, c'est la bière antiscorbutique qu'on appelle la sapinette. Et je vais en parler parce que c'est une bière qui a eu une certaine importance. Alors dans l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure de l'officine, donc le Dorveau, on a pas mal de formules quand même de bières médicinales, et je vous en ai donné la liste ici. Dorveau va donc faire paraître son ouvrage de 1840 à 1945, et même un peu plus tard. Et là, vous voyez qu'on a toute une série de bières médicinales qui étaient utilisées. Et Dorveau ajoute une chose importante, c'est qu'il dit que cette forme de médicament est peu employée, bien que dans certains cas, elle pourrait l'être avec avantage. En réalité, plusieurs de ces bières sont des copies quasiment identiques de ce qu'on connaît du point de vue des bières, des vins médicinaux. On a copié les formules pour les bières qui étaient utilisées pour les vins. Alors, je vous ai parlé donc tout à l'heure de la sapinette, la bière antiscorbutique, et on peut dire qu'elle est citée dans tous les ouvrages de référence du XVIIIe au XXe siècle. C'était en particulier une boisson utilisée par Cook à partir de 1777 pour ses expéditions, puisque le scorbut était l'affection la plus fréquente sur les navires lors de longs voyages. Et cette bière était aussi très proche de la bière qu'on appelait la bière de Spüz, ou Spülbier, qui était la bière de sapin des Anglais. Alors on l'a préparée avec de l'avoine, de la mélasse et surtout des bourgeons du sapin du Canada. Et ces bières donc utilisées par Cook et par les Pérouse également pour protéger leurs équipages. Ce fut également le cas de Jacques Cartier au Canada. Et le secrétaire du nouveau gouvernement français de l'île de Cap-Breton, Thomas Pichon, écrivait en 1752 que les habitants de Port-Toulouse furent les premiers à brasser une excellente sorte d'antiscorbutique à partir des cymes des épicéas. Alors, une chose importante, c'est qu'à partir de 1857, on a eu en France la possibilité de déposer des marques, ce qui n'était pas possible avant, et c'était d'autant plus important pour les médicaments que les brevets de médicaments étaient interdits depuis 1840. Donc, les marques ont eu du coup une importance très importante à partir de cette période-là pour tous les médicaments, et y compris pour les bières. Donc, il y a un certain nombre de gens qui ont déposé des marques sur les bières. En particulier, vous avez ici le pharmacien Leroux à Paris, qui dépose le 28 avril 1867 la marque bière dépurative de Réfort, iodée, du docteur Gay-Bellil. Et pour lui, cette bière est un goût agréable, une action plus efficace, elle s'emploie dans les mêmes cas que le sirop antiscorbutique et l'huile de foie de morue. Un autre pharmacien, Swift, a également déposé une autre marque, la bière Joubardée de Dr Duval, et la notice qui a été déposée explique que cette bière doit être consommée à raison d'1 litre le premier jour par verre à Bordeaux, et en dépit des vomissements, de 15 en 15 minutes, puis d'un second le lendemain pour éviter toute rechute et assurer la guérison. Ça ne doit pas être vraiment terrible. Alors si on regarde maintenant le dictionnaire Vidal, qui était le dictionnaire évidemment que vous connaissez, en tout cas pour les médecins et les pharmaciens, qui est la référence à partir de 1914, et la première édition date de 1914, on ne trouve pas de bière médicinale dans l'édition de 1914. Par contre, entre 1936 et 1943, on aura un certain nombre de bières, dont la bière des nurses, ou bière du corps médical, en usage dans les établissements médicaux. Et dans l'édition de 1848, on trouve également une bière qui s'appelle la bière Fanta, spéciale pour les nourrissons, approuvée par la Société d'hygiène. Et 10 ans plus tard, le Vidal de 1958 présente un produit des grandes brasseries françaises associées, la bière Bio Valsta,
Principal Star, bière de régime, d'après les travaux du professeur Declercq de l'université de Louvain. Alors c'est une bière tonifiante, garantie sans microbes nuisibles à la santé, recommandée aux femmes enceintes, aux nourrices, aux enfants, aux vieillards, aux travailleurs de force, aux sportifs, aux surmenés et à tous ceux qui ont besoin de prendre des forces. Il était recommandé d'en boire 2 litres par jour. C'est quand même pas beaucoup. Donc vous voyez qu'en conclusion, si la bière médicinale a disparu de la thérapeutique aujourd'hui, on peut voir que les microbrasseries d'aujourd'hui ont quand même copié un certain nombre des formules qu'on retrouve dans ce que je vous ai dit. Les bières aromatisées du XXIe siècle sont finalement pas si éloignées que ça de ce qu'on a fait historiquement. Je vous remercie. Alors c'est le moment des questions. Alors vous voyez, on vient d'apprendre qu'il y avait des bières avec vraiment des goûts qui devaient être très bizarres, et puis d'autres qui sont recommandées aux femmes enceintes, aux enfants, aux vieillards. J'ai vu aussi aux sportifs. Voilà, on fait toujours cette association entre le sport et la bière. Voilà, c'est le moment de casser les préjugés et en posant bien entendu vos questions. Voilà, on peut faire circuler le micro dans la salle. Allez, on y va. Première question. Une question aujourd'hui. Le micro près du menton. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que ça marche encore, ce commerce? Il n'y a plus aucune bière médicinale, non, je vous rassure. Est-ce qu'on peut revenir à la bière médicinale? Je pense que le gros inconvénient des bières médicinales, c'était la stabilité, ou l'instabilité plutôt, des formules qui étaient utilisées. Contrairement au vin, qui a eu beaucoup de succès et qui a été ensuite transformé en apéritif dans la plupart des cas, le vin était beaucoup mieux conservé que la bière. Et ça a été vraiment, pour moi, la raison principale pour laquelle ça a disparu. Une autre question dans la salle? Monsieur? Encore deux. Alors attendez, on y va. Hop. Oui, merci Docteur Bonnemain pour cette communication très claire et passionnante. Juste une petite question réglementaire. Les formules de bière les plus récentes que vous avez citées, est-ce qu'elles étaient délivrées sans ordonnance médicale conseillée par le pharmacien, ou est-ce qu'elles étaient prescrites par les médecins? Non, elles étaient sans ordonnance, elles étaient peut-être prescrites, mais elles étaient pas obligatoirement avec ordonnance. Non. Merci. Ouais, on a encore, on va vous poser une question, regarde, ça encore, ça arrive, et après il y aura monsieur, ça arrive. Bonjour, Jean-Paul Bourges. Quand on parle de bière telle que vous faites, est-ce que la bière est un excipient ou considérée comme un principe actif ou seulement un vecteur? Non, c'est un excipient parce que, comme le vin en fait, c'est un excipient. Alors, c'est un excipient mais qui est quand même assez actif puisqu'il dissolvait les principes actifs. Mais ça reste un excipient. C'était pas en tant que bière qu'on l'utilisait. Les petites bouteilles sur les sportifs, la bière est encore utilisée en troisième mi-temps. Oui. On en parle bientôt. Alors, restez avec nous. Le seul cas où c'était un peu thérapeutique, entre guillemets, c'est quand même la bière des nurses. Puisqu'on pensait que c'était, ça permettait de faire des montées de lait. Mais à part ça, non. Foule de questions, ça sera la dernière pour garder le timing. Mais merci, je vous remercie, c'est très intéressant, surtout ce dont vous parlez avec les venues de ces bières anglaises sur le continent. Même si à l'époque les relations n'étaient pas forcément les meilleures. Mais je voudrais quand même parler du Reinheitsgebot allemand de 1798 parce que il est antécédent à ces collaborations franco-anglaises, et je pense que les Allemands ont bien développé des choses de ce côté-là aussi. Mais à l'époque, évidemment, ce qui se faisait en Bavière ne devait pas pouvoir passer les frontières si facilement, alors que la Manche, bien sûr, est beaucoup plus pratique. Oui, je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. C'est clair. On n'avait pas les mêmes relations avec l'Allemagne, en tout cas de bonnes relations, qu'avec l'Angleterre. C'est évident. Surtout au 19e siècle. Eh bien, je vous propose de raccompagner Monsieur Bonnemain sous vos applaudissements, et donc on accueille après Monsieur Pierre Baron. Et donc j'accueille donc à la tribune Monsieur Pierre Baron. Je vous en prie, vous pouvez aller prendre place. Et donc on change d'objet. Et donc alors pour info, là c'est une vraie bière. Si on pouvait la faire rafraîchir, ça serait plus sympa. Et là maintenant on va parler de ce petit objet qui finalement aussi
voilà, à son histoire. Et donc, on passe justement à l'histoire de l'odontologie avec Monsieur Pierre Baron. Je prends mes notes pour vous présenter Monsieur Pierre Baron. Alors, Pierre Baron est chirurgien dentiste, diplômé de la faculté de médecine de Paris. Il continue ses études pour obtenir un doctorat en chirurgie dentaire, puis en 1978 un doctorat de 3e cycle en sciences odontologiques. Passionné d'histoire, il obtient en 1991 un DEA en sciences historiques et philologiques et soutient en 2008 un mémoire à l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Il obtient la même année le titre de docteur en littérature française de l'Université de Paris 4, Sorbonne. Monsieur Pierre Baron nous rejoint donc pour cette nocturne de l'histoire en qualité de président de la Société française d'histoire de l'art dentaire, et il est aussi le président du musée virtuel de l'art dentaire. Monsieur Pierre Baron, la parole est à vous. Ah, vous n'avez pas la télécommande, mais regardez. Hop. Le petit bouton à droite, et voilà. Et donc, Monsieur Baron vous écoute. Donc ça, vous le connaissez tous, par les autres praticiens, c'est la turbine. Donc, j'ai voulu parler de la turbine comme objet révolutionnaire en odontologie, à l'occasion des Nocturnes de l'Histoire. Oui, le titre, c'est De l'archer à la turbine. Parce que je voudrais commencer par vous faire une petite histoire de la turbine. Et voilà. Les archéologues ont trouvé souvent des crânes du Mésolithique ou du Paléolithique avec un trou dans le crâne. Eh bien, certains ont prétendu que c'était médical, mais en fait c'est post-mortem et on ne sait pas si j'ai utilisé un trépan pour faire ce trou. Maintenant, plus près de nous, les Étrusques, on voit ici une série de trous, là, 2 en tout cas, pour faire une contention de dents mobiles et pour remplacer 2 dents absentes. Or là, on sait très bien que les Étrusques utilisaient ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire un trépan qui permettait de faire tourner une fraise. Ce trépan, on l'appelait les archers. Hein. Alors, après les Étrusques, en sautant plusieurs centaines d'années, à la Renaissance, il y a eu beaucoup de médecins ou de dentistes, il n'y en avait pas, de chirurgiens, qui ont créé des archers de différentes sortes, mais c'était uniquement pour la prothèse. Ça ne rentrait pas du tout dans le milieu buccal. Et au XVIIIe siècle, Fauchard, qui est considéré comme le père de la dentisterie moderne, travaillait ses prothèses avec cet instrument que vous voyez là. Je vous montre aussi un autre type pour faire tourner un trépan, qui est un autre très bel objet au musée de la PHP. À droite, en 1820, toujours la même chose. Et là, on a un premier trépan qui servait en 1850 aux soins dentaires. C'est-à-dire que la manivelle fait tourner la fraise qui est au bout de l'instrument. Je n'imagine pas comment le praticien pouvait faire cet exercice, et ça devait tourner très très lentement. Et le patient avait des vibrations horribles. Alors, plus proche de nous, dans les années 1875-1912, on a eu un tas d'instruments rotatifs, les tours à pédales. Le premier, là, que je vous montre à gauche, c'est un tour à pédale avec un système électrique. Au milieu, je vous montre là 2 contraintes des années 1870 à peu près, soit 80 peut-être. Après, une pièce à main. À droite,
côté tour à pédale, et en bas à droite, un des premiers cabinets avec un système électrique. Parce qu'il a fallu attendre que l'électricité arrive dans les immeubles pour pouvoir adapter au cabinet dentaire un système électrique pour faire tourner la fraise. C'est toujours le même but. Alors, à gauche, cet instrument qu'on appelle la turbine, qui a été une révolution, je vais vous en parler tout à l'heure. Elle tourne aujourd'hui, en 2026, à 400 000 tours minute, mais pour le travail effectif, parce qu'elle n'a pas de couple, on va en parler tout à l'heure, au moment du travail, la vitesse tombe à 150 000 tours minute. L'autre instrument que vous voyez à droite, c'est un contre-angle, ça ressemble, hein, et lui, il tourne à 200 000 tours minute, mais le travail se fait à 150 000 tours minute, exactement comme la turbine. Et aujourd'hui, les praticiens ont tendance à remplacer petit à petit la turbine par le contre-angle. Mais elle servira toujours pour certains travaux. Alors, 1955, la première turbine apparaît et elle tournait donc à 200 000 tours minute. 1956, il y a les premiers articles avec les critiques. Et les critiques sont de 5 ordres. Projection intrabuccale, donc projection de bactéries. Projection extrabuccale, toujours des bactéries qui vont dans l'autre sens. Le bruit, le sifflement. Pas de couple, on va en parler. Et une stérilisation insuffisante. Alors, quelques avantages quand même avec la première turbine, c'est la vitesse, la précision et la rapidité. Alors, on va parler déjà du gommage des inconvénients. Les projections. Alors, en 1897, dans un petit livre de Charles Godon, qui est au programme des étudiants en chirurgie dentaire, il y a une chose bizarre qui est en caoutchouc qu'on peut mettre en faisant un petit trou et faire sortir une ou plusieurs dents, ce qui fait que les projections n'ont plus cet effet négatif. Et pour les projections extrabuccales, ça s'appelle la digue. Et grâce à l'aspiration sous la digue, on élimine aussi toute possibilité de contamination. Mais imaginez-vous que au mois de juin 2026, donc dans 2 mois, 3 mois, il y aura pour la première fois un atelier par l'Association dentaire française sur l'emploi de la digue, parce qu'elle était pas vraiment employée, ou très 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 peu entre 1897 et 1980, on va dire, mais certains problèmes se posaient avec l'humidité, pour des collages par exemple. Et là, vous voyez, il y a un atelier qui va avoir lieu au mois de juin pour relancer la digue. Et autre chose qui sert énormément pour les projections intrabuccales, c'est les pompes à salive avec moteur à aspiration ultra puissance. Alors, un autre défaut de la turbine au départ, c'était la stérilisation qui était quasi impossible parce que le poupinel qu'on employait était assez une sécheresse de l'atmosphère qui devait faire ce qu'il fallait pour tout, mais pas pour les instruments rotatifs parce que ça les abîmait. Alors la grande date, c'est le SIDA 1980-83, avec un choc bénéfique pour la stérilisation et la protection. Justement, on a commencé à mettre des masques que en 80-83. Alors, le stérilisateur Poupinel, 1885 jusqu'en 1980,
c'est à chaleur sèche, et je vous ai dit que ça ne peut pas aller pour la turbine. Alors, depuis peu de temps, je vous présente en tout cas, depuis 1980 à peu près, et toujours l'apparition du sida, il y a des autoclaves, et donc les autoclaves sont à chaleur humide, et la coagulation des micro-organismes se fait à plus de 100 degrés. Dans les boîtes séquentielles qu'ont les chirurgiens dentistes organisées, chaque boîte est faite pour une intervention particulière. Il y a toujours maintenant des turbines, ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont dotés d'autoclaves, eh bien, ils sont une stérilisation parfaite de la turbine. Ça, c'est un apport de la turbine extraordinaire pour la santé. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. On va passer. Parce qu'il y avait il y a peu de temps, disons il y a 5 ans encore, les turbines pouvaient être nettoyées et stérilisées avec l'autoclave, mais il restait un petit endroit de la turbine où ça ne marchait pas. Et maintenant, c'est possible. C'est un endroit qui est à cause du reflux de l'air qui va dans le sens de la turbine et pas dans le sens inverse. Il y en a un tout petit peu et il est resté ça. Alors maintenant, il y a le couple aussi qui est très important. C'est-à-dire que l'art du praticien, c'est d'avoir la main légère. S'il appuie, la turbine s'arrête. Parce que comme c'est de l'air comprimé, il n'y a pas de moteur. Voilà. Alors, les avantages de la turbine, c'est pour tout ce qui est soin, mais principalement pour toutes les préparations qui demandent à recevoir des couronnes, bridge, inlay, onlay, c'est-à-dire des prothèses fixées et collées. Avant la turbine, pour faire une couronne, je prends l'objet le plus répandu, le plus courant. Il fallait plusieurs étapes: taille, empreinte, plus dents provisoires, laboratoire première partie, façonnage en bouche. Ensuite, ça revient au labo, après une empreinte et avec une occlusion. Et le réglage et la pose se fait en dernier recours quand le prothésiste a soudé la collerette avec la partie de la masticatoire. Mais avec la turbine, tout a changé, c'est plus que 2 étapes. Taille et empreinte avec les nouveaux matériaux. D'ailleurs, aujourd'hui, on emploie les caméras 3D, ça va beaucoup plus vite et ça renvoie au laboratoire en quelques secondes. Plus provisoire, et tout de suite après, on peut faire réglage et pose. Ce que personnellement, je reprochais aux couronnes qui n'étaient pas couronnes coulées, mais couronnes ajustées, c'est que le praticien avait l'obligation, quand il recevait la collerette, de galber au niveau des dents proximales. Et ça, c'était très difficile, et l'espace interdentaire n'était jamais bien respecté, ce qui fait que, comme j'ai fait sur ce petit dessin, que les dents adjacentes se cariaient. Ce qui n'est pas formidable pour la santé bucco-dentaire, alors qu'aujourd'hui, avec le travail de la turbine, on peut faire des choses tellement précises que quand la couronne revient et c'est du métal plat alors que l'autre c'est vide, l'adaptation est parfaite si le praticien a bien travaillé, évidemment. Alors, depuis ces 30 dernières années, de plus en plus d'implantologistes ont une salle d'opération pour obtenir un lieu stérile, comme en chirurgie générale. Par exemple, en chirurgie osseuse, la turbine peut être employée, et on voit bien que les derniers progrès dans la stérilisation de la turbine, mariés à une salle stérile, assurent encore mieux la garantie d'éviter des contaminations nosocomiales.
Avant les années 60, la généralisation de la turbine provoquait un pourcentage non établi de patients qui préféraient s'abstenir de soins plutôt que de subir, vous savez, ce qu'on appelait le supplice de la roulette. Alors il y avait beaucoup de gens qui ne se faisaient pas soigner, mais depuis la turbine, avec le confort, la rapidité de la rotation et le manque de vibration, eh bien, rapidement, les patients étaient rassurés, donc une meilleure santé bucco-dentaire. Et le bruit, les nuisances du bruit, son aigu et ultrasons, pour les patients, augmentation du stress, pour le praticien et les personnes du cabinet, perte précoce partielle ou totale de l'audition. Aujourd'hui, avec les dernières turbines, il y a aussi une réduction considérable du sifflement. Presque plus. Le couple et le bruit chez le Contrand, qui est maintenant le concurrent de la turbine, eh bien, il tourne à grande vitesse, le bruit est minime, et le couple, surtout, est extrêmement efficace. Le praticien peut appuyer sur sa fraise, sur son instrument, et les tours minutes se réduisent qu'à 150 ou 180 000 tours lors du fraisage, alors que la turbine, si on appuie, ça s'arrête. Ou ça casse la fraise. Aujourd'hui, on a des fraises très solides qui sont en tungstène avec du diamant, de la poudre de diamant, mais malgré ça, on arrive à les casser si on appuie. Conclusion. La turbine a contribué largement à la conservation de la santé générale, parce que tout ce qui est maladie bucco-dentaire, vous savez bien que ça peut dégénérer, et surtout en maladie cardiaque et autres. Il y a encore quelques rares abcès du cerveau avec décès, mais enfin c'est plutôt dans des pays sous-développés. Donc la santé est améliorée grâce à cette turbine, une grande amélioration de la qualité du travail du praticien, ça c'est déjà important, parce qu'il y a une longévité des prothèses qui est plus grande, et par là, la précision des pièces confectionnées par les prothésistes, l'assurance d'une stérilisation à 100% de l'instrument, et le confort des patients qui se font soigner plus qu'il y a 70 ans. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Baron. Donc voilà, même exercice. Donc là, l'objet maintenant, c'est aussi de se rappeler de quand on va chez le dentiste. Alors moi, je sais pas s'il utilise justement un contre-angle ou une turbine, mais j'ai mal. Donc voilà, donc on peut anesthésier. j'ai le stress du dentiste. Mais bon, c'est peut-être moi tout seul. Est-ce que vous avez justement des questions qui vont nous faire justement permettre d'avoir cet échange après la présentation? Moi, je ne savais pas qu'il y avait des archets. Voilà, imaginez-vous cet archet dans votre dent. Non, c'était que pour les prothèses. Ah, voilà. C'était que pour les prothèses, heureusement. Alors, bon, tout va bien. Et voilà, donc aujourd'hui, donc moi j'ai une première question justement en relation avec le temps contemporain. Là, vous expliquez qu'aujourd'hui il y avait par exemple la digue. Donc voilà, ça a été inventé en 1897. On est en train de le revoir maintenant. Ce sera exactement la même digue. C'est la même digue. C'est une feuille de caoutchouc. Voilà. Et entre 1897 et aujourd'hui, il y a certains praticiens qui l'utilisaient évidemment. Mais tous les autres disaient « Ah, on perd du temps, etc. » Or, quand on sait l'utiliser, on met environ 2 minutes à l'installer. Ah, une perte de temps phénoménale. Alors moi je suis pas spécialiste, c'est juste pour montrer qu'en termes d'histoire, finalement, une technique inventée fin 19e siècle peut justement aussi se conserver, bien entendu, en évoluant. J'imagine qu'il y a d'autres questions dans la salle, pour pouvoir justement aussi, bien après faire la transition de nos collègues d'odontologie, j'imagine. Oui, bonjour monsieur. Je vais revenir sur la digue. En tout cas, nous, à la faculté de chirurgie dentaire de Lille, on l'a toujours abordé en formation initiale, qui est toujours enseignée et toujours réalisée à l'hôpital. On la pose toujours. Effectivement, en parlant avec nos collègues, c'est pour gagner du temps en cabinet. Effectivement, il y a beaucoup de collègues mais dans la majorité maintenant, j'ai vraiment l'impression et qu'il y a un retour, et notamment avec les techniques de collage, effectivement,
pour et composite de les faire bien à l'abri de la salive. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours connu la digue et bien mise et bien enseignée. Mais moi également, hein, j'ai été diplômé en 1965. On utilisait la digue pour les endodonties et les choses comme ça. Mais dans la réalité, les praticiens, il y avait peut-être 95% qui l'utilisaient pas, voire plus. Très très peu utilisé. Alors s'il y a un regain, c'est très bien. Et d'ailleurs, au mois de juin, il y a un atelier de l'ADF, je sais plus où c'est, en France, qui va à Bordeaux, qui va remettre ça sur la table, ce qui est très très bien. Eh bien écoutez, je vous propose donc d'applaudir Monsieur Pierre Baron pour faire cette transition donc vers l'éponge magique. Et donc j'appelle Monsieur Joris Vincent à venir justement faire cette présentation. Alors l'éponge magique, voilà, c'est justement cet objet qui va nous permettre de faire l'histoire d'un sport en particulier, mais l'histoire des sports aussi. Et donc je vais pas dévoiler tout, puisque l'objectif c'est de garder un petit peu de suspense. Joris, je sais pas si tu veux le micro main plutôt, ou tu veux te mettre à la table, comme tu veux. Tu prends le micro main. Allez, il est super. Joris, eh bien pour l'éponge magique, eh bien nous t'écoutons. Merci Arnaud, bonjour à tous et à toutes et merci. Oh mais non, pardon Joris, j'ai oublié comme je te connais par cœur. Mais oui, comme je travaille avec Joris tout le temps, pour moi vous le connaissez. Alors excuse-moi encore. Joris Vincent est agrégé d'EPS et maître de conférences en STAPS. Il est enseignant-chercheur au sein du département des sciences du sport et de l'éducation physique, mais également au sein du laboratoire l'unité de recherche sport, santé, société. Il a été pratiquant de rugby à haut niveau, entraîneur à haut niveau, chercheur sur justement le milieu de l'ovalie, c'est un expert du ballon ovale. C'est aussi un historien du sport et donc plus particulièrement un historien du rugby. Et il est actuellement impliqué dans un programme de recherche centré sur les commotions cérébrales. Pardon Joris, et là je te cède la parole. Merci Arnaud, et donc je renouvelle le bonjour à l'Assemblée. Et donc le défi va être grand, puisque vous avez tous porté un masque, vous avez tous bu de la bière, vous avez tous plus ou moins été dans des cabinets dentaires, vous avez peut-être utilisé des disquettes, mais je suis pas persuadé que tous et toutes vous avez joué au rugby. Donc le défi va être de vous faire comprendre ce qu'est l'éponge magique à travers le rugby. Et donc cette éponge magique, elle relève d'un mythe, la mythologie de l'homme du rugby invulnérable. Il faut comprendre que le rugbyman, il est instrumenté. Donc il joue avec un ballon ovale, il a une paire de crampons, il a éventuellement des protège-oreilles, et puis il a un protège-dents, depuis maintenant la fin du XXe siècle, mais on observe même des joueurs avec des écartes-narines. Donc il y a un joueur, mais il y a d'autres acteurs dans le rugby. Et plus particulièrement, il y a un soigneur avec son éponge. Et donc c'est l'histoire de cette éponge que l'on va faire, et l'histoire de cette mythologie de l'éponge qui est capable de redonner la vie au rugbyman, de réveiller les morts. Et donc là, vous avez un match de 1950 à Bordeaux, Paul Laurent et le pauvre troisième ligne Carmouze, qui globalement, est un peu inanimé dans un premier temps et qui, grâce à l'éponge magique, va pouvoir reprendre le jeu. Pourquoi ? Parce que globalement, il y a ce porteur d'eau sur lequel on reviendra. Alors pourquoi l'éponge est importante ? Parce que dans les années 50 jusqu'aux années 70, on est dans le rugby des irremplaçables. C'est-à-dire qu'en rugby, on n'a pas le droit aux remplaçants. Il faudra attendre 1968 pour avoir l'autorisation de remplacer les joueurs à condition que ces joueurs soient blessés. Et pour l'anecdote et pour un petit peu les érudits rugbystiques, le premier remplaçant en équipe de France, il va remplacer Pierre Villepreux, qui est un icône du rugby français, et ça va être un Grenoblois, Christian Boucher, qui va remplacer Pierre Villepreux dans une tournée en Australie à Sydney au mois d'août 1968. Donc cette éponge, elle va permettre globalement de pouvoir redonner vie à ces joueurs qui sont dans un premier temps morts, bien entendu, symboliquement. Pour comprendre ce mythe, il faut qu'on fasse un détour à travers la jeunesse du rugby. En effet, le rugby, c'est un
lieu de mythologie, de croyances et de légendes, en particulier par rapport à la Genèse. Alors en allant très très vite, c'est Thomas Arnold qui, dans l'Angleterre du 19e siècle, veut construire une éducation très masculine et virile de l'aristocratie, qu'il juge un petit peu, on va dire, en baisse de forme, et donc il va créer les sports athlétiques et plus particulièrement le football rugby. Mais derrière cette création, il y a une mythologie. Vous allez entendre dans la prochaine Coupe du Monde, qui va arriver, non pas la véritable Coupe du Monde en Australie, pas celle du mois d'août ou de juin aux États-Unis avec un ballon rond, mais donc globalement, ce ballon ovale, il va générer une mythologie, celle de William Webb Ellis, qui est considéré comme l'inventeur du rugby. Or, on vous ment. William Webb Ellis, en fait, il n'a jamais inventé le rugby, sauf que c'est l'aristocrate qui a été au collège de rugby. Celui qui a véritablement inventé le rugby, c'est James Mackey. Sauf que, globalement, il est exclu du collège rugby parce qu'il a brûlé des livres à la bibliothèque. Donc, on n'allait pas faire d'un voyou, l'inventeur du rugby. Et donc, on va créer le mythe William Webb Ellis. Donc, cette mythologie, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va renforcer l'idée que le rugby est un sport d'élite social, un sport d'élite intellectuelle, mais surtout un sport d'hommes forts. Et donc, il va y avoir des hommes forts avec des lieux mythiques. En effet, le rugby, c'est tout un ensemble d'espaces, de lieux où vont se construire des mythes, des légendes, des croyances. Le vestiaire, avec ses douches, avec ses hommes virils. Le secret de la douche, le secret de la mêlée fermée, où des gens s'affrontent et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Il y a éventuellement la troisième mi-temps, un petit peu débridée, qui peut se passer soit dans les vestiaires, soit dans le bus, ou alors dans les rues, telles que la rue de la Soif. Et donc, le rugby, c'est plein de mythologie. Et donc, l'éponge va être un moyen d'entretenir cette mythologie. D'autant plus que le rugby, c'est le terrain d'une expression masculine et virile. Et je vais prendre un exemple très concret pour vous expliquer que le rugby est réservé à une élite masculine forte, physiquement et intellectuellement. Vous avez ici le match, la demi-finale du championnat de France à Bordeaux. Section paloise contre le SU Agen. Et donc Fernand Taillantou, dont la presse sanctuarise ses plaquages, il l'appelle le boucher, qui à la 7e minute du jeu va malheureusement tuer Michel Pradier, subluxation des 2 vertèbres cervicales. Et donc là, l'éponge magique ne pourra pas relever Michel Pradier. Mais dans d'autres cas, globalement, l'éponge magique va permettre de redonner la vie à ces rugbyman. Et plus particulièrement à travers ou après des KO, des knock-out ou des knock-down. Et globalement, le KO en rugby, c'est considéré comme un rituel initiatique. Et donc l'éponge va participer à ce rituel où une fois qu'on a vécu ce KO, eh bien, on est un véritable rugbyman, d'autant plus qu'on a été, on va dire, baptisé d'une certaine manière, mais on a eu une nouvelle vie avec l'éponge. Cette éponge, elle a des vertus miraculeuses. Il y a un seau rempli d'eau, et donc le soigneur, il arrive soit pour éventuellement soigner les coups, soit éventuellement soigner les plaies. Et donc, il redonne vie aux joueurs, il redonne une vitalité. D'autant plus que ce seau, il est collectif. C'est-à-dire que dans l'eau, on partage toute la culture de l'équipe. Alors la culture bactériologique ou autre, puisqu'on vient y laver éventuellement, on va dire les mains, etc. Voilà, donc vous voyez que c'est un partage très symbolique. Mais l'éponge magique, elle a aussi une importance parce qu'elle est portée par le soigneur. Le soigneur, on va dire, il est là. Alors globalement, c'est la mascotte de l'équipe. Il n'a aucune qualité, on va dire, médicale. On a pris le supporter le plus assidu et il va être au bord du terrain, il va partager la vie des joueurs et il va être là pour gérer les accidents de jeu. Et donc, avec l'eau régénératrice, il va redonner vie. Et cette eau, elle a une importance. De manière anecdotique, encore aujourd'hui, là, vous avez un dirigeant du Stade Toulousain. Stade Toulousain, champion de France, champion d'Europe. Et donc, au moment de chaque phase finale, eh bien, les dirigeants, ils vont à Lourdes, ils vont prendre de l'eau de Lourdes, et donc là, qu'est-ce qu'il fait le dirigeant? Eh bien, il asperge la ligne de but adverse pour espérer marquer encore plus. Donc, vous voyez que le rugby est fait
de plein de mythologies, plein de légendes, plein de croyances. Et donc l'éponge participe à cette histoire légendaire. Mais l'histoire de l'éponge, elle va prendre fin. Cette mythologie va prendre fin pour différentes raisons. Alors la première raison, elle est sanitaire, et vous l'avez évoqué tout à l'heure par rapport à la question du sida, puisque on va interdire justement cette éponge quand il y a saignement. Et donc ça disparaît, il y a l'usage des gants qui va apparaître, mais il y a un deuxième élément, le rugby open en 1995. C'est-à-dire que le rugby va se professionnaliser. Et en se professionnalisant, il va y avoir deux conséquences. La première, c'est, on va dire, la spécialisation, on le verra, de nouveaux soigneurs. On n'aura plus, on va dire, le supporter lambda, mais on va avoir des kinésithérapeutes, on va avoir tout un ensemble de personnels médicaux qui vont accompagner le joueur sur le terrain, mais aussi il va y avoir la commercialisation. C'est-à-dire que l'éponge, elle va être dépassée par le sac du soigneur. Mais il y a une autre réalité qui va faire disparaître l'éponge, et là, elle est plus technique. En effet, le rugby, il va connaître une grande révolution. Alors là, c'est le schéma de jeu d'un match Oxford contre Cambridge. Alors globalement, des points, des lignes, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça a une importance. Oxford-Cambridge, il y a à peu près 36 mêlées en 80 minutes, il y a 27 touches, il y a 140 actions de course. Ça veut dire qu'on est sur un jeu discontinu, à faible intensité, avec beaucoup d'arrêts de jeu. Donc c'est pas un jeu, on va dire, très accidentogène. Et au début du XXe siècle, on va avoir surtout un effet très important puisqu'on va avoir pratiquement 91 mêlées, une centaine de touches. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de 200 phases statiques, c'est-à-dire 200 d'arrêt du jeu, 200 temps où le jeu s'arrête pendant 80 minutes. Ça veut dire que globalement, eh bien, le jeu, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'intensité, il n'y a pas beaucoup de vitesse, donc il y a très peu d'accidents. Par contre, avec la professionnalisation du jeu, il va y avoir une transformation fondamentale du jeu de rugby. Le jeu, il va s'intensifier, il va s'accélérer, avec en particulier, alors, scrum, c'est les mêlées, les line-out, c'est les touches, qui diminuent, plus de 50 et 60%. Par contre, il va y avoir une augmentation de 400% des rucks et des molles, donc c'est des regroupements dynamiques. Et donc, ça génère quoi? Eh bien, au lieu d'avoir une mêlée toutes les minutes, on va avoir une mêlée toutes les 5 minutes, donc ça accélère le jeu. Et surtout, on va avoir 3 collisions collectives par minute, 175 plaquages en moyenne par match, et 555 impacts par match pour les avants, et 300 pour les arrières. Ça veut dire qu'on en arrive à un jeu de collision. Et donc, dans ce jeu de collision, eh bien, il y a une nouvelle problématique qui va arriver, qui pourra plus se soigner par l'éponge, mais globalement, le rythme va passer à l'accident. Et donc, on va avoir, excusez-moi, j'étais un peu trop vite parce que, hop, voilà, on va avoir l'objectivation des commotions cérébrales. Les commotions cérébrales en rugby, elles ont toujours existé, sauf qu'on a commencé à les quantifier, à les objectiver avec la professionnalisation du jeu quand le corps est devenu un outil pour le rugbyman. Et donc, on voit bien ici qu'en l'espace, alors normalement, il y avait des petites, oui, il y avait donc, on va dire, sur 2 saisons, l'augmentation, elle est de plus de 35% d'augmentation de commotion cérébrale. Et avec ces commotions cérébrales, donc, l'éponge disparaît, et donc apparaît une professionnalisation du soin, avec des kinésithérapeutes qui vont, alors on le voit avec des gants, qui vont arriver avec des gestes différents. Et parallèlement à cette professionnalisation, on va avoir tout un ensemble de mesures qui vont être prises, en particulier, eh bien, le Head Injury Assessment, donc c'est le protocole de commotion qui va être passé par les joueurs, et le joueur, il va plus rester sur le terrain, il va sortir, et globalement, il va aller avec un personnel médical pour pouvoir évaluer sa capacité éventuellement à reprendre ou non le jeu, et d'une pratique, on va dire, très intuitive, très spontanée avec le soigneur et son gant, on va objectiver les symptômes de la commotion cérébrale qui peuvent être des maux de tête, des chaos, des nausées, des confusions, des pertes d'équilibre. Et parallèlement à ce Head Injury Assessment, il va y avoir la mise en place et la création, la conception de tout un ensemble d'objets nouveaux qui peuvent être alors
des joys, c'est-à-dire globalement des GPS qui vont permettre de déterminer le nombre de jets que le joueur va subir et qu'à partir d'un certain jet, ben, on considère que le joueur est commotionné. On va avoir des casques, alors ça c'est en Australie, avec on va dire des lampes qui s'allument quand la collision est trop forte. On va avoir des protège-dents connectés qui, pareil, lorsqu'il y a une collision et un nombre de jets trop important, eh bien, on va dire ça va s'allumer. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire que la World Rugby, qui est l'institution mondiale du rugby, considère qu'il y a une commotion cérébrale à 50 G pour les filles et 70 G pour les hommes. Ça pose problème. Quand on travaille un petit peu avec les ingénieurs de centrale et quand on mesure un petit peu des percussions, nous on arrive à peine 7 G. Donc voilà, il faudra qu'on revoie un petit peu l'ensemble de ces mesures. C'est là-dessus qu'on travaille. Et donc l'éponge elle disparaît. Et puis, parallèlement, il y a de nouveaux objets, mais aussi il y a de nouvelles croyances, puisque on va aussi être sur de nouvelles technologies, en particulier expérimentées par les joueurs du Stade français, qui utilisent des casques rafraîchissants pour éventuellement, on va dire, réduire l'impact de la commotion. Mais avant que le froid arrive, on va dire, au niveau du cerveau, je pense qu'il y a des choses à vérifier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui, c'est toute la richesse de l'UFR 3S, c'est donc justement d'arriver justement avec le rugby, cette éponge magique, à installer à la fois une dynamique historique, mais aussi finalement une dynamique de recherche. Alors les questions sont à la salle. L'objectif justement, c'est de pouvoir interpeller justement Joris sur sa connaissance du rugby, mais en même temps justement sur ces liens qui sont faits entre l'histoire et la recherche. Monsieur Baron. Qu'est-ce que vous appelez commotion cérébrale exactement, au point de vue médecine? Alors, je vais pas me positionner en tant que médecin, je vais me positionner en tant que rugbyman. Alors, la commotion cérébrale aiguë, globalement, c'est le chaos. C'est-à-dire que le joueur, il va pas se relever et il est complètement inanimé. Et puis après, il y a différents degrés de commotion cérébrale, justement, qui sont identifiés avec ce Head Injury Assessment, qui permettent de déterminer, en fonction de résultats à un questionnaire, à des tests d'équilibre, on est, quel est le score, on est à quel stade, et puis le joueur doit éventuellement pouvoir marcher sur une ligne. Donc là, on va déterminer sa capacité à pouvoir reprendre ou non le jeu. Mais on considère que globalement, je vais vous citer une petite anecdote, c'est que globalement, les rugbymen, comme les rugbywomen, ce sont des professionnels. Donc, ils veulent continuer à jouer. Et donc, alors pour aller très vite, globalement, les joueurs professionnels, ils apprennent par cœur les tests et globalement, ils arrivent à répondre. Et donc l'anecdote, c'est, on a une ancienne étudiante qui est partie aujourd'hui à Montpellier, alors certains les connaissent, les sœurs ménagères, Romane et Marine. Marine a arrêté sa carrière, et Romane, l'avant-dernière Coupe du Monde, quart de finale contre les Anglaises, eh bien, elle prend un choc à la tête, ils la sortent, elle va passer le protocole, et puis elle commence à répondre aux questions, sauf qu'elle ne savait pas que globalement ils avaient changé de protocole. Et donc toutes les questions auxquelles elle a répondu, globalement, étaient pas les bonnes. Donc voilà, le problème c'est le premier problème. Et puis donc avec Christine Moroni, en particulier en psycho, on essaye d'avoir plutôt des tests qui sont plus fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils soient pas simplement sur de la mémorisation, mais qui soient plutôt sur la capacité à prendre des décisions, puisqu'on est dans un sport de rapport d'opposition avec la capacité à juger des distances, on essaye de trouver des tests qui soient un peu plus fonctionnels, qui permettent de déterminer soit la reprise en jeu, soit la reprise après 8, 10, 15 jours de repos. Alors Joris, je fais la passe à Vincent Sobanski pour une question, mais donc c'est ce fameux carton bleu, si tu veux bien en dire quelques mots. Le carton bleu pour le protocole commotion. Oui, tout à fait, oui. Alors, la différence, elle est, justement, on essaye de travailler aussi là-dessus, c'est qu'il y a le rugby professionnel, donc il y a des médecins indépendants qui sont sur le bord du terrain, avec des tablettes qui vont être capables d'évaluer, on va dire, la capacité du joueur, s'il a été commotionné ou non. Et donc, là, ils vont passer avec un médecin indépendant. Le problème, c'est le rugby amateur, on n'a pas ces ressources-là. Et donc, la fédération française, puisque ça c'est, on va dire, une innovation française, a décidé et a donné cette possibilité à l'arbitre d'avoir à côté de son carton jaune et de son carton rouge, même on a un carton orange maintenant, mais un carton bleu, en fait, qui va, en cas de doute, globalement, il sort le joueur, il peut être remplacé, mais ce joueur n'a plus le droit de reprendre. Sauf que le joueur, il rentre chez lui, et il n'y a pas de suivi. Voilà. Et il va voir son médecin traitant qui lui dit, bon ouais,
prenez 10 jours de repos et puis après ça ira mieux. Bon, je vulgarise, mais voilà. Et aujourd'hui, la problématique, elle est là. Et donc, pour la santé publique de tous, et en particulier, mais il n'y a pas que simplement le rugby, mais il y a d'autres sports, le handball, le football, son sujet. Alors le basket un peu moins, mais son sujet à commotion. Mais un sport aussi, il y a beaucoup de commotion, c'est aussi en équitation, d'accord, par résonance. Voilà. Donc voilà, j'essaye d'être le plus synthétique. Merci beaucoup Joris, c'était passionnant. Est-ce qu'on a des données sur justement les conséquences à long terme de ces commotions cérébrales en termes de pertes sensorielles ou de troubles cognitifs, comportementaux, voire de démence? Est-ce que on a ces données-là, voire peut-être des indications aussi sur l'imagerie qui pourraient être faites dans le cadre de protocoles post-match? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Une belle question, c'est un enjeu de pouvoir ça. Et donc, pour répondre, on va dire, un petit peu à ta question, ces études épidémiologiques, elles ont été tentées, on va dire, dans le football américain, où on a noté tout un ensemble de, on va dire, de traumatismes à travers des imageries. Aujourd'hui, on va dire, le problème de la commotion cérébrale en rugby est un problème trop jeune pour avoir une approche épidémiologique véritablement objective. Alors, il y a tout un ensemble, on va dire, d'institutions, le syndicat, la fédération, mais aussi les clubs qui travaillent dessus, et on commence à avoir quelques résultats, mais ça reste, on va dire, et je vais le plus court possible, ça reste un enjeu de pouvoir parce que globalement les joueurs sont en train d'attaquer les institutions pour pouvoir justement avoir des dédommagements par rapport à ces traumatismes. Eh bien, je vous propose justement d'applaudir Joris pour le raccompagner et donc d'accueillir notre dernier intervenant, Monsieur Christophe Di Pompeo. Monsieur Di Pompeo, vous m'aviez dit que vous préférez le micro-main. Voilà. Et donc, je n'oublie pas les présentations. Alors, eh bien, donc Monsieur Christophe Di Pompeo, sur sa partie finalement de profil universitaire, eh bien, est un chercheur en santé publique et également enseignant à l'Institut lillois d'ingénierie de la santé. Vous avez compris que c'est donc notre 5e département à l'intérieur de l'UFR3S. Monsieur Christophe Di Pompeo mène des recherches basées sur la modélisation mathématique en santé, qui ont pour finalité la gestion des risques à santé par une amélioration de la connaissance qui réduit l'aléa dans la décision médicale. C'est notre dernière intervention de ce soir, et Monsieur Di Pompeo, nous vous écoutons avec cette fameuse disquette, la 5 pouces 1/4, voilà, et en même temps la 3 pouces et demi, dernier objet d'histoire pour notre soirée. Monsieur Di Pompeo. Bonsoir à tous. Je suis venu accompagné de 2 disquettes. Il en manque une dans la série puisque la première disquette qui a été créée par IBM en 1969 faisait 8 pouces. Elle était beaucoup plus grande et elle pouvait stocker 80 KO, c'est-à-dire pas grand-chose. On a eu la suivante, celle-ci, 3 pouces et demi, qui était la première qui arrivait chez les gens, c'était là. On arrivait avec nos ordinateurs portables et c'était les premières qu'on a connues, grand public. Les premières faisaient 340 kilooctets. Et on a la dernière, qui est la star des années 90, avec laquelle on a tous travaillé, enfin, les plus âgés en tout cas, on a tous travaillé avec ça. Et Monsieur Di Pompeo, je pense que ils savent pas ce que c'est. J'ai vu. Mais en fait, ils se sont dit, c'est quoi ce truc? C'était le disque dur. C'était le disque dur externe, voilà. Parce qu'on n'avait pas forcément des disques durs sur nos ordinateurs. Et celle-ci faisait 1,4 MO. Ça veut dire que si aujourd'hui, je prends une photo avec mon iPhone, standard, hein, pas haute qualité, il me faudrait, avec celle-ci, environ 12 disquettes pour stocker ma photo. Et avec celle-ci, il m'en faudrait 3 ou 4. Donc vous voyez, on a quand même évolué au niveau du stockage. Mais quand même, ces disquettes étaient assez puissantes, puisque l'ordinateur que j'avais chez moi, à l'époque, où je faisais mon mémoire de maîtrise, c'était cette disquette-là, et c'était ma disquette système. C'est-à-dire que le macOS que vous avez aujourd'hui, à l'époque, tenait sur une seule disquette. Donc, on avait des logiciels qui étaient bien écrits, et qui permettaient de prendre beaucoup moins de place. Donc, c'était assez puissant. Mais avant d'aller plus loin, on est dans l'analyse des données, et moi, je suis rattaché à l'ILIS. Et donc, on peut se demander quel est le rapport entre l'ILIS et l'analyse des données. Je remonte en arrière. On est au début des années 90. Alain Durocher, professeur Alain Durocher qui est là et que je salue, décide de créer le laboratoire d'évaluation médicale à la faculté de médecine de Lille. Alors, c'était un laboratoire qui certainement était là pour analyser les données,
mais pas seulement. On s'était dit, l'idée c'était d'évaluer tout ce qui était médical et entourage médical. On a travaillé par exemple sur la charge en soins. Quel personnel faut-il dans l'hôpital pour qu'il travaille bien? On a travaillé avec les bateliers, l'hôpital des bateliers, sur la maltraitance des personnes âgées. Et comme ça, on a développé plein de choses qu'on pouvait faire sur la qualité, sur les données, etc. Arrive, dans les années 90, l'accréditation. Et à partir de là, le professeur Durocher se dit, mais attendez, pour cette accréditation, on n'a pas de personnel. Qui va aller dans les hôpitaux, mesurer la qualité, et dire si le travail est bien fait, s'il est conforme aux normes ou pas. Et c'est là qu'est créé l'ILIS, dont le premier métier était de créer des gens qui mesuraient la qualité des données. Et c'est comme ça qu'est né l'ILIS. Mais je reviens à ma disquette. Alors, ma disquette, je m'adresse aux plus jeunes. On est fin des années 80, début des années 90. C'est la fin du disco. On a dans nos laboratoires des Minitel qui sont faits par la Poste de l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelait, les PDT, qui nous permettent de consulter, mais pas forcément d'échanger, et on a des fax. C'est tout ce qu'on a. Et arrive la disquette, on n'a pas Internet bien sûr, hein. Arrive la disquette, et la disquette a ce premier effet que l'on peut échanger des données. Et c'est la première fois qu'on peut se transférer des données. Alors bien sûr des données, mais surtout des logiciels. Et on commence à travailler avec des logiciels qui au départ sont gratuits. Moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler, à faire de la modélisation mathématique, j'ai travaillé avec un logiciel qui s'appelait Microstat. Et ce logiciel n'avait pas été développé par CNRS, à l'époque il s'en moquait un peu, ni par le MIT, il avait été développé par la Fédération des céréaliers américains. Pourquoi? Ces céréaliers s'étaient regroupés et s'étaient dit, mais aujourd'hui, on a des rendements à l'hectare, mais on n'arrive pas bien à les expliquer. Et donc ils ont commencé à regarder quel est l'ensoleillement, quelle est la pluie, quelle est la qualité de la terre, quel est l'engrais, etc., etc. Et ces céréaliers regroupés ont créé un logiciel qui permettait d'ajuster les différents éléments, alors pas forcément le soleil, mais s'il manquait d'eau, on pouvait en rajouter, si l'engrais était pas bon, on pouvait en changer, si la terre était d'une certaine qualité, on pouvait y mettre une séquence différente, et c'est comme ça que les premiers logiciels d'analyse des données ont été créés. Voilà, donc ça c'était vraiment le début. Et cette disquette a eu une autre qualité, c'est que à un moment, comme c'était vraiment un objet, on pouvait le vendre. On pouvait le vendre. Avant, ça n'avait pas de valeur marchande, on avait notre ordinateur, mais à partir du moment où ça a une valeur marchande, ça a permis le développement des logiciels. Alors, les logiciels qu'on connaît tous de bureautique, hein, on avait Multiplan, qui était l'ancêtre d'Excel, et les Word, etc., qui sont développés, mais surtout, les logiciels professionnels d'analyse des données se sont développés. Et on est arrivé, avec ces logiciels, à faire des choses que l'on connaissait, mais qu'on ne pouvait pas faire. Je m'explique. On a des nouveaux logiciels, et on a par exemple, dans les années 60, on les appelait les époux Benz-Écrit, c'était un couple de mathématiciens qui avaient développé l'analyse factorielle. L'analyse factorielle, qu'est-ce que c'était? C'était, on avait des grands tableaux de données, et à partir de ces grands tableaux de données, on arrivait, en les projetant dans l'espace de façon particulière, à trouver la différence entre les variables qui pouvaient exister, qu'on ne voyait pas avant. Parce que juste avant, qu'est-ce qu'on faisait? On avait des tableaux de données, on faisait des moyennes, on faisait des écarts types, on faisait des médianes, on faisait des corrélations pour voir s'il y avait des relations entre les variables, mais dès qu'on avait des variables qualitatives, du oui, du non, on ne savait pas les utiliser. Et donc, c'est comme ça qu'avec ces méthodes de multifactorielles, on a commencé à vraiment avoir des nouvelles méthodologies. Et ça a changé beaucoup de choses. Ça a commencé à changer beaucoup de choses. Parce que, en recherche, on avait un paradigme qui était fort, et qui était de dire, voilà, je commence par faire un modèle mathématique. Alors, je sais pas, moi, par exemple, peu importe le modèle mathématique, mais, donc, enfin, pas un modèle mathématique. Je commence à faire une théorie, plutôt qu'un modèle mathématique. Je commence par faire une théorie, et une fois que j'ai établi ma théorie, cette théorie, je la teste. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? Et donc là, on faisait des analyses de données classiques, on faisait du student, on faisait ce qu'on voulait, etc. Et on disait oui, ça marche ou ça marche pas. Et tout d'un coup, on se retrouve avec des méthodes qui inversent le processus. C'est-à-dire que plutôt que de créer son modèle, et à partir de ce modèle, voir s'il fonctionne ou pas, on observe. Et donc, on a des grands tableaux de données,
et on regarde ce qui se passe, et quand on a vu ce qui se passait, on écrit seulement le modèle. Et c'est compliqué parce que c'est un vrai changement un vrai changement de paradigme. Alors, ce changement de paradigme, comment il s'est fait? Il s'est fait dans le temps. Moi, je me souviens au début, quand on était au laboratoire d'évaluation médicale, qu'on faisait des belles analyses factorielles, et à partir de ces belles analyses factorielles, on essayait de publier. Et on était fiers, parce que c'était nouveau. Et on disait, moi, c'est quand même malin ce qu'on a fait. Et donc, on essayait de publier, et on nous disait, non, le revieweur nous disait non, excusez-moi, mais c'est pas bon, votre truc, faites-nous un student, ça. Et donc, il a fallu du temps quand même pour changer le modèle. Ces nouveaux logiciels, qui toujours sur cette disquette, ont permis aussi de nous affranchir de ce qu'on avait toujours eu en statistique. C'est-à-dire, on avait toujours eu l'analyse des données qui était faite à partir des lois statistiques. On les connaît tous, Stevens, la loi normale centrale réduite, etc. Et pourquoi la loi normale centrale réduite a tellement été utilisée? Parce qu'elle était tabulée. Et donc, on n'avait pas besoin de calculer, parce qu'on n'avait pas les moyens de calculer. À partir du moment où cette table est tabulée, on peut s'en séparer, on a des nouvelles méthodes de calcul, on peut faire des stats qui sont robustes aujourd'hui, et on s'affranchit complètement des lois normales et des lois probabilité différentes. Troisième élément, moi, ce que je trouve, c'est que la disquette, le fait de son internationalisation, on a commencé à échanger les disquettes. On a reçu des logiciels qui venaient de tous les 4 coins du monde, et notamment en anglais. Et ça a profondément changé la façon d'être des chercheurs et les chercheurs eux-mêmes. On est dans les années 90, moi je me souviens, j'ai eu mon bac dans les années 80, on était nuls en anglais. Alors peut-être pas tout le monde, mais quand même ma génération, on était vraiment pas très bons. On savait les verbes irréguliers, on les connaissait par cœur, mais on était incapable de parler. Et on a été obligé, petit à petit, de s'y mettre. Et de plus en plus. Et moi, je me souviens en plus, il y avait une certaine animosité vis-à-vis de tout ce qui était anglais, tout ce qui était américain. Et donc, on faisait une recherche qui était franco-française. Et à partir de là, on a été obligé de s'ouvrir. Moi, je me souviens quand on a eu les premiers sites internet qui sont anglais, certaines facultés de médecine, il y en a eu plusieurs, mais je me souviens de celle de Bordeaux en particulier, avait décidé de faire un site internet. Et ce site internet, il le voulait bilingue. Donc, aujourd'hui, on dit un site bilingue, on l'aurait fait français-anglais. Et ils avaient eu la coquetterie, parce que le rejet de l'anglais toujours, et aussi le manque de compétences en anglais, ils avaient fait leur site internet en français et en latin. Quand même extraordinaire, en français et en latin. Et c'était comme ça. Et donc, petit à petit, l'arrivée de la disquette, l'internationalisation des échanges de données, les modes d'emploi qui étaient en anglais, moi je me souviens les premiers logiciels qu'on avait là, sur SAS et sur SPSS, les logiciels costauds, tout était en anglais. Et donc nous qui étions mauvais en anglais, on a dû se taper les trucs, on a appris, alors on sait toujours pas très bien parler, mais au moins on sait le lire maintenant. Donc voilà, et donc ça a vraiment changé l'esprit. Et je vais terminer sur une anecdote qui est quand même typique de cette fin des années 90. Avec le laboratoire, on avait développé un petit logiciel qui était pour estimer la charge en soins dans les services de réanimation. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? On avait notre petit logiciel et le service de réanimation rentrait son type de patient avec les pathologies et par rapport à ça, on estimait les infirmiers qu'il faudrait, les soignants qu'il faudrait pour soigner correctement le service qui permettait d'optimiser. Et donc, on fait notre logiciel et on commence à distribuer notre logiciel un peu partout. Et il y a un médecin parisien qui nous appelle et qui nous dit écoutez, moi mon logiciel il marche pas. Alors, on lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit il y a un petit fil en bas de l'écran. Bon, un petit fil en bas de l'écran, à l'époque c'était encore les écrans, vous savez, noir et vert avec la lettre horaire. Et donc il me dit il y a un petit fil en bas de l'écran, On cherche, on rappelle, etc. Il finissait par s'énerver. Et à l'époque, je me souviens, il contacte le professeur Durocher, qui me dit bougez vos fesses, allez-y. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, mon étudiant, on bouge nos fesses et on y va. On prend un billet de train et on va à Paris. Et en arrivant à Paris,
on allume l'ordinateur et le montre le logiciel, et en fait, il était écrit en bas, en lettres majuscules vertes, empty file. Voilà. Là, c'est là. Bravo. Donc, vous voyez toute cette richesse historique à travers les objets. Donc, c'est le moment aussi encore d'échanger avec vous une anecdote avec une disquette. Voilà, c'est finalement c'est de l'histoire orale. C'est une histoire beaucoup plus contemporaine, voilà, mais c'est aussi un témoignage historique. En effet, c'était un objet qui existe encore dans nos tiroirs, mais qui n'est plus utilisé. D'ailleurs, on a eu du mal à en trouver un. Alors, celui-ci, vous m'aviez dit oui, ici attesté par le Lexime de Lilith, et donc c'est une impression. Oui, c'est pas une vraie. C'est pas une vraie. C'est souple et sexy, voilà. Et rigide. Et moi de mon côté, j'ai trouvé un collègue qui avait encore une disquette, Monsieur Philippe Campillo, qui m'a dit oui bien sûr. Il fait des stats et il m'a dit j'ai encore mes disquettes justement où j'ai installé le programme justement de statistiques. Est-ce que justement ça vous a évoqué des souvenirs? Est-ce que vous voulez les partager? En tout cas, j'imagine dans les données de santé en virologie, ça a beaucoup évolué. Maintenant, c'est des par millions. Donc voilà, quand on voit les milliers, les millions de lignes, donc en fait tout ça maintenant a fortement évolué. En tout cas, ce qu'on voulait, s'il n'y a pas de prise de parole, ce qu'on voulait justement aussi, c'était, voilà, reprendre un peu avec Charles-Antoine Vanet qui va me rejoindre pour la conclusion. Eh bien, c'était aussi discuter avec Monsieur Di Pompeo de cette dimension aussi d'archives orales. Si tu peux en dire quelques mots, Charles-Antoine. Oui, donc pour prolonger cette démarche qui a été entreprise à l'occasion des 150 ans, on a lancé un projet de collecte d'archives orales qui permettra de recueillir la parole, les souvenirs des personnels retraités de l'UFR3S. Et donc ce programme est en train de démarrer, hein, puisqu'il y a un premier groupe d'étudiants qui commence les entretiens dans les jours qui viennent. Voilà. Donc ça, c'est aussi une manière de réinscrire tous ces objets et tous ces récits dans une histoire plus globale qui est celle de l'université de l'UFR3S. Et donc pour tenir le timing, donc on peut bien entendu remercier Monsieur Christophe Di Pompeo et donc de cette histoire de la disquette et de la donnée en santé. Et donc pour vraiment bien vous inviter à continuer justement ce moment aussi pour nous de célébration des 150 ans. Eh bien on était aujourd'hui donc avec ces nocturnes de l'histoire. On sera le 23 mai par exemple avec la nuit des musées, et plus généralement on aura donc justement des événements qui seront présentés sur le site internet donc des 150 ans de l'UFR3S. Et donc voilà, dernier mot pour vous dire que en effet à travers donc le masque, puis après derrière donc les brutolets, puis après on a donc parlé de la turbine, de l'éponge magique et maintenant de la disquette. Et bien on a fait ce soir les 150 ans justement de l'UFR3S et on vous remercie beaucoup pour votre participation. Bonne soirée.